Roger, collègue, mentor et ami. Donc je pense qu'effectivement, ces trois qualificatifs, ça représente bien ce que t'es Roger pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart d'entre nous. Alors dans quel ordre, je ne sais pas. Moi l'ordre qui me concernait, c'était plutôt, ça a d'abord été un mentor. Alors, effectivement, quand je l'ai fréquenté au CNRS, ça a été un collègue quand François et Roger nous ont accueillis au Delta. Et puis, effectivement, au fur et à mesure des années, c'est devenu aussi un ami. Puisque ça a été mon voisin de bureau durant de longues années. Alors, cette table ronde, elle va être peut-être plus légère que les précédentes, parce qu'effectivement, je pense qu'on va y aborder des aspects plus conviviaux. Je pense qu'on va peut-être plus parler de l'ami, de sport, de vacances, peut-être de la 4L, peut-être de la fosse à Purin qui est devenue une piscine à Suzette, je ne sais pas trop. Mais avant tout, effectivement, avec Roger, personnellement, on partageait deux passions. La chanson française, j'en parlerai pas, mais aussi le foot. Alors, effectivement, il y a cette photo qui avait été mise en valeur dans les annales d'économie statistique. Je crois que c'est l'équipe de l'école des ponts, je pense. Effectivement, ça se voit que c'est une équipe d'intellectuels. Hein. Mais il y a quand même il y a beaucoup aussi de Madeleine de Proust. Dedans, il y a effectivement le maillot du gardien scapulaire. Il y a les genouillères, effectivement, un peu en gros coton. Et aussi, si vous regardez les chaussettes de Roger à l'extrême gauche, effectivement, c'était quand même des chaussettes assez rustiques, sans protège tibia. Alors, ça, c'était durant la saison 66-67, donc ça ne nous rajeunit pas. Et finalement, on a eu l'occasion, à l'occasion d'un séminaire qu'on avait organisé à La Baule, on a eu l'occasion, effectivement, j'ai eu l'occasion de jouer au foot avec Roger. Donc c'était en 2008-2009. Donc là, vous voyez aussi André Masson. J'ai pas eu l'occasion de jouer. Alors, il est parti, Pierre-André. Je pense que Pierre-André a joué au foot avec lui. Je sais pas le niveau qu'avait Roger au football. Est-ce qu'il était aussi bon qu'en économie? Je n'en sais rien. Je ne vais pas lui faire offense. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que s'il avait été aussi bon au foot qu'en économie, je pense qu'on aurait pu largement lui donner le ballon d'or. Alors peut-être le ballon d'or du peuple, hein, comme disent les autres. Alors pour terminer, avant de laisser la parole, effectivement, il y a deux hommages qui ont été faits au moment de son décès, qui étaient assez caractéristiques. Hein. Je pense qu'effectivement, ça résume bien ce qu'était Roger. Effectivement, la tribune qu'a fait François dans Le Monde, qui a été publiée le même jour que celle de Roland Courbis. Alors effectivement, c'est un destin croisé, effectivement, hein, puisqu'effectivement, c'est, on va dire, deux hommes illustres. Bon. Et puis, c'est cet article aussi, on a beaucoup parlé de la Mayenne tout à l'heure, c'est cet article effectivement, dans le journal local, hein, donc en Mayenne, effectivement, il y a c'est un témoignage assez marrant, assez intéressant, donc, où on parle effectivement qu'il est né à Saint-Gemme-le-Robert en Mayenne, et puis, si vous n'avez peut-être pas le voir, mais à la fin, il y a un témoignage d'un de ses copains d'école qui dit il habitait la ferme du Pisserotte. Ses parents étaient agriculteurs. Dès l'école primaire, il s'est révélé être un excellent élève. Roger était doué. J'ai le souvenir de son aide précieuse pour résoudre nos devoirs. Je pense effectivement que ça résume assez ce qu'était Roger. Alors, je vais laisser la parole à cette table ronde. Donc, on va peut-être commencer par Martin. Et ensuite, ce sera Pierre-Michel. Enfin, donc, on va commencer par Martin. Oui. Merci aussi de m'avoir invité à participer à cet événement qui, pour moi, au moins, est important. Je n'étais pas un collègue ni un co-auteur, donc j'ai eu beaucoup moins de rencontres avec Roger que la plupart des personnes qui ont parlé aujourd'hui, mais on s'est rencontrés de façon régulière et c'était toujours très amical. Maintenant, quand je pense à Roger, je me souviens surtout de son sourire. Sourire des yeux étincelants et très focusés, plutôt que de sourire la bouche. Alors, et on l'a vu dans la première partie de l'après-midi, très bien. Alors, ce sourire avait beaucoup de variations.
il y avait le sourire de bienveillance amicale quand on se rencontrait. Le sourire d'une curiosité très attentive quand il voulait apprendre quelque chose et poser des questions. Le sourire de jouissance des belles choses de la vie, le discours amical des repas. Et finalement, un sourire très fin et très victorieux quand il s'amusait à énoncer une formule épatante qui devait surprendre l'interlocuteur. Je vais expliquer. Mot-clé de notre relation et de mes impressions, amitié, curiosité, sérieuxité. Donc, il ne faut pas méprendre le sourire comme un manque de sérieuxité. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors du congrès de la Société d'économétrie à Vienne en 1977. À ce temps-là, lui, il avait déjà fait des œuvres importantes, en particulier l'article dans Econometrica de 1975 qui a été discuté auparavant. Moi, j'étais un novice. Cette différence n'a joué aucun rôle. Il voulait simplement savoir ce que je faisais. Et quelques mois plus tard, il m'invitait à faire un discours au CEPREMAP. Le sujet de la conversation et du discours, c'était les anticipations rationnelles sur lesquelles j'avais travaillé aux États-Unis un an avant. Et lui, il voulait comprendre ce qui s'y passe. Nous partagions le scepticisme, seulement lui, on a fait une longue ligne de recherche, moi non. Cette recherche est résumée de façon très nette et très impressionnante dans le discours Marshall qu'il a donné au sein du congrès de la European Economic Association à Dublin en 1992. J'y reviendrai. Dans ce domaine, comme déjà dans son article de 1975, son principe était: il ne faut pas simplement croire ce que la profession a accepté, parce que c'est très commode. Les simples vérités que nous aimons parce qu'elles sont si commodes, pour lui, n'étaient jamais prouvées de façon satisfaisante. Et il y pensait. Donc, le problème d'anticipation rationnelle et le problème de coordination des anticipations, c'est quelque chose qui l'a occupé pendant une dizaine d'années. Son approche n'était pas simplement destructive. Elle était mi-destructive, mi-constructive. Son discours de 92 a le titre « Successes and Failures in Coordinating Expectations ». Et dès le commencement de l'article, il met l'accent là-dessus. On n'a pas toujours été d'accord. Quand il était en train de préparer le rapport Ankawa-Guénéry sur les politiques de la concurrence, il m'a visité à Bonn pour se renseigner sur la tradition allemande de la politique de la concurrence. Je n'ai pas pu le convaincre de l'approche allemande qui est « il faut se méfier du pouvoir
dans les entreprises et dans les administrations. Et la concurrence est un moyen d'éliminer ce pouvoir. Et le rapport Onkawa-Guénéry a une longue liste de chapitres sur la politique de concurrence, beaucoup de bonnes choses, mais aussi on n'en est pas convaincu. Où reste le colbertisme? Où reste la politique d'innovation? Et un des commentateurs a répondu en disant « Heureusement, il y a des passages à la fin où la concurrence apparaît comme quelque chose de bon, mais pourquoi cette confiance dans les autorités administratives à choisir les politiques industrielles appropriées? J'ai interprété l'attitude de Roger à un niveau personnel comme conséquence de son éducation à l'école polytechnique et d'un autre côté de la tradition intellectuelle française. La description d'ingénieur économiste qu'Émile Quinet avait auparavant me semble mettre l'accent sur exactement le point propre. Comme Allemand, je dois dire, naturellement, Électricité de France est une entreprise tout à fait différente de E.ON Horgas ou de la Deutsche Post. Donc, il y a là aussi des raisons pour ces différences. Roger était très dévoué à la France et ses traditions, non seulement en finale de Coupe du Monde, mais aussi en beaucoup d'autres choses. Il m'a instruit sur beaucoup de traditions, beaucoup de faits, beaucoup d'institutions. Il m'a aussi encouragé à parler le français. Sans lui, ce discours serait fait en anglais. Donc, il m'a donné le courage contre le fait que ce français est plutôt rouillé. Pour revenir au thème du sourire, je veux finir par une formulation qu'il a donnée à la fin de son discours Alfred Marshall sur la coordinating expectations. Alors là, il dit Many institutions may be viewed as responses to coordination failures. Let us evoke the French plan at its successful period in the 60s. Such a plan was clearly conceived by Massey as a coordinating device with normative emphasis. But while saying that, I get aware that I'm committing sins. Je ne vais pas prendre le premier. My second sin is a personal sin, i.e. switching from positive economics, the subject of this paper, to normative economics, my preferred topic. My American friends would say that this is a European sin. But then I'm fairly confident that it will be forgiven here at the annual conference of the European Economic Association. I still remember Roger's face and smile as he was saying this. Pardon, je me souviens bien de son visage et de son sourire quand il avait dit cela.
Bonsoir à toutes et à tous et merci à Jean-Marc et à Luc pour l'organisation de cette très belle journée. J'ai été le voisin de Roger au Collège de France, puisque j'étais au 4e étage, lui au 5e. C'est pas exactement la hiérarchie des disciplines parce que les mathématiques sont au premier, donc ça c'est un peu perturbateur. Mais je l'ai beaucoup vu. Il quittait le collège sans le quitter vraiment, mais au moment où j'arrivais. Et je l'ai souvent vu dans son bureau ensuite parce qu'il y venait tous les jours pendant de nombreuses années avant de ne plus pouvoir vraiment y aller. Et on s'est vu beaucoup et on a beaucoup parlé. Et j'ai souvent eu le sentiment qu'il y avait un peu de mélancolie chez lui après son départ à la retraite parce qu'il avait envisagé d'écrire un grand livre tiré de ses cours du collège et qu'il n'a pas pu l'écrire. Et quand je le voyais, il me montrait ses dossiers et il me disait la science économique va si vite que tout ce que j'ai fait au début de mon cours en 2000, 2001, 2002, qui est disponible sur Internet, vous pouvez tout trouver, eh bien ça y est, la science est allée plus vite et ça le rendait assez mélancolique. Mais ensuite, on parlait. Et je vais vous parler essentiellement, comme Luc me l'a suggéré, de l'ouverture aux sciences sociales, puisque je suis moi-même sociologue, et que j'ai appris à son contact ce qu'est l'ouverture, puisque j'ai moi-même fait un peu d'économie à mes risques et périls, mais que c'est grâce à des personnalités comme lui qu'on s'aventure. Et c'est un peu un des messages que je veux faire passer. D'abord, je l'ai connu à l'école des hautes études. L'école des hautes études était sa maison depuis 1979, où il occupait une chaire d'économie publique. Et il disait, alors c'était le projet qu'on dépose quand on veut être candidat, il disait vouloir montrer tous les apports de la sociologie, de l'histoire, des études politiques pour offrir une théorie de l'économie qui ne soit pas trop éloignée des réalités sociales et politiques. Alors on dira, c'est pour capter la bienveillance d'un corps électoral qui vote toutes disciplines confondues, bien sûr. Mais il y avait chez lui une conviction profonde, je crois, qui peut être reliée aussi à sa biographie, puisque c'est un enfant de paysan qui s'est élevé au sommet de sa discipline et qui est retourné enterré auprès de ses parents. C'est un exemple assez spectaculaire de mobilité sociale tel qu'on pourrait l'espérer encore. À l'école des hautes études, il a été ensuite au bureau de Jacques Revel, le président de l'école des études, qui est décédé il y a quelques semaines, un peu après lui. Et Revel et surtout Roger m'avaient demandé de socialiser les candidatures d'économistes. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Autrement dit, de souligner les bénéfices de l'interaction entre les sciences sociales et l'économie qui pouvaient être mises en avant pour soutenir des dossiers d'économistes. Parce que les économistes avaient le tort de penser qu'il suffisait qu'ils se présentent pour persuader l'Assemblée de leur excellence. Évidemment, les collègues anticipaient ça, comme on pourrait penser dans un bon raisonnement d'anticipation, et se disaient non, il va falloir qu'ils nous le démontrent. Et alors, Roger et Jacques avaient demandé à quelques collègues, mais par exemple à moi, de persuader tout le monde de cette excellence de l'ouverture dans l'engagement multidisciplinaire d'un établissement où tout le monde vote pour toutes les disciplines en même temps. Donc ça n'était pas simple. Mais c'était un bon moyen de connaître les collègues. J'en parlais avec François Bourguignon, de connaître les collègues et d'engager de vrais dialogues avec les disciplines. Quand il est arrivé au collège, sa chaire s'intitulait Théorie économique et organisation sociale, on l'a rappelé tout à l'heure, et il a ouvertement, dans un extrait de sa leçon, qui est à nouveau, vous pouvez tout trouver, il a mentionné le fait d'avoir le souci de frotter sa discipline, l'économie, au contact des autres sciences sociales, et ça se faisait pour lui-même à travers ce qu'il appelait un miroir, où il croit se reconnaître économiste en ayant fréquenté ou approché des personnalités qu'il cite
c'est-à-dire Pierre Bourdieu. Il paraît qu'il a fait une improvisation pour transformer la noblesse d'État de Bourdieu en un exercice de théorie économique sur l'État qui était d'une virtuosité sans limite. Je lui ai souvent demandé ce texte, mais il m'a dit qu'il l'avait improvisé, qu'il ne l'avait pas rédigé. J'en suis bien triste. Il cite aussi François Furet et sa tendresse acide pour l'économie. Jean-Claude Passeron, un peu trop oublié dans le duo Bourdieu-Passeron, c'est bien dommage, mais aussi Raymond Boudon et Christian Baudelot. Là, nous franchissons les barrières de la lutte intestine en sociologie, et tant mieux pour Roger Guenry qui savait être lucide et pas simplement affilié, ou encore Jean-Claude Perrault, un historien de l'économie, ou encore Jacques Revel, évidemment. Alors, ça, c'est un point important parce que l'ouverture aux autres disciplines se fait par les personnalités, par le contact avec des personnalités. Vous n'apprenez jamais aussi vite qu'en ayant un contact avec des personnalités rayonnantes et généreuses. Et c'était son cas, et j'en ai beaucoup bénéficié, je dois dire. Il a mis en pratique ce credo de l'ouverture aux autres disciplines. Au fil de ses cours au collège, il a parlé des migrations, des politiques migratoires. Il a mis en relation ses analyses de l'État et des leviers de redistribution avec les enjeux de la cohésion de la société. Il a abordé aussi la question des assurances sociales. Il a enseigné sur la ville comme objet d'analyse pour l'économie des sciences et pour les sciences sociales. Et il a consacré, on l'a dit abondamment, une partie de ses publications et de son enseignement à la question du climat, qui est devenu maintenant un objet totalement interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. En 2002-2003, il consacrait son cours au marché, par exemple au marché du travail, mais aussi au marché financier. Et il a monté un colloque sur les marchés boursiers auquel j'ai eu le plaisir de participer. Il m'y a convié et j'ai comparé les marchés de l'art aux marchés boursiers. Je me souviens de ces questions redoutablement pertinentes. En 2008-2009, il préside, on l'a mentionné déjà, cette commission qui devait réformer l'enseignement des sciences économiques et sociales, ce qui est quand même une grande affaire parce que je m'y suis moi-même attelé avec Philippe Aghion 10 ans plus tard. Et quand on pense à ce qu'est l'enseignement dans ces classes, qui sont pourtant des classes importantes, et ce que pouvait être l'économie, il a été assez sévère, et je crois à juste titre. Et ensuite, Philippe Aghion et moi-même avons constaté que son influence avait probablement été importante, mais pas suffisamment dans la durée, et il fallait recommencer. Mais en tout cas, il s'est forgé à ce moment-là une idée assez précise aussi, qu'il a d'ailleurs déclarée et mentionnée dans des textes, sur les rapports entre les disciplines. Et on en avait souvent parlé, lui et moi, de cette affaire. Il rappelait volontiers qu'il y avait l'utopie d'Auguste Comte, qui était d'inventer une physique sociale unificatrice des sciences sociales. Et je ne peux pas faire mieux que de lire quelques lignes de lui, qui résume mieux sa pensée que nos conversations. Il dit « Un certain nombre de collègues économistes pensent que la discipline, l'économie, est la matrice naturelle de l'unification des sciences sociales, voire qu'elle est en passe d'en mettre en place les conditions. D'autres croient que les neurosciences vont mettre tout le monde d'accord. » Je peux vous dire qu'au collège, on est exactement dans ce potage-là. Ces affirmations laissent sceptiques. Mais une chose est sûre, il n'y a pas dans le monde universitaire ou ailleurs quelque chose qui ressemble à la science sociale unitaire, ni en France, ni encore moins dans le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas croiser sur un objet les regards des disciplines, mais la superposition d'éclairages différents n'est pas identifiable à une science globale. On peut dire que ça, c'est la lucidité non tempétueuse de Roger par excellence, je dois dire. Il y avait un point qui lui importait beaucoup, et j'ai été souvent témoin dans ces conversations de ce point-là. Il croyait, pour identifier le degré de consensus de la discipline, je lui parlais de l'épistémologie des sciences sociales qui faisait varier le degré de consensus et de dissensus entre d'un côté l'économie et de l'autre l'anthropologie ou la sociologie. Et pour comprendre ce qu'est le consensus dans la discipline économique, il faut évidemment revenir à des
des points aussi basiques que la méthode, mais aussi l'impératif de modélisation et le recours aux mathématiques. Il avait une vraie passion pour les mathématiques et je l'ai connu, à vrai dire, pour la première fois, ou presque, je crois, en 1992, quand, avec Pierre-André Chiappori, nous avons participé à une table ronde qu'il a montée avec Pierre-André au premier congrès européen de mathématiques. C'est le seul auquel j'ai participé, je dois dire. Mais ce congrès, il y avait une table ronde sur mathématiques et sciences sociales. Et il y avait à nos côtés aussi Frank Hahn et Jon Elster. C'était un beau plateau. Et il a introduit la table ronde par 3 questions aux intervenants. Je crois qu'elle demeure. Jusqu'à quel point le succès de la modélisation mathématique en économie s'étendra-t-il à d'autres sciences sociales? Pas très loin, je dois dire. Qu'est-ce qu'est la nature de la modélisation mathématique en économie et sciences sociales et comment évoluera-t-elle? C'est toujours un point intéressant. Et jusqu'à quel point et pourquoi l'hypothèse de rationalité a-t-elle été, restera-t-elle, d'une part utile à la modélisation et d'autre part féconde? Je crois qu'un certain nombre d'interventions aujourd'hui ont touché à ces sujets-là. De toutes ces questions, Roger et moi avons souvent parlé à l'école et au collège. Roger fut un des 2 présentateurs de ma candidature au collège, et je ne peux pas l'oublier, mais je n'oublierai pas non plus nos discussions passionnées lors de sorties à vélo, et notamment sur les bords de Marne, un jour ensoleillé, quand nous nous sommes arrêtés pour déjeuner chez Gégène, une guinguette célèbre, et alors nous nous sommes amusés à raisonner sur le choix d'un plat dans un contexte d'incertitude assez forte sur la qualité culinaire, mais dans un décor enchanteur. Pour finir, je voudrais vous lire quelques lignes que vient de m'adresser Philippe Aguillon, qui est mon voisin du 5e, et qui ne peut pas être là ce soir, mais qui m'a écrit ceci. Nous tenons, nous tous, au Collège de France, et particulièrement au 5e étage de la rue d'Ulm, éprouvons une immense tristesse. Son parcours totalement hors du commun, sa contribution incontournable à l'économie et l'être humain d'exception qu'il était, si modeste et généreux, font de Roger un modèle à suivre non seulement pour ses nombreux étudiants, mais également pour tous ceux qui ont eu la chance d'interagir avec lui. J'ai fait en sorte que son bureau au 5e étage demeure absolument intact. Il témoigne de l'œuvre gigantesque de Roger, et je garde un merveilleux souvenir des moments passés ensemble avec Odile, dans le Luberon et sur le mont Ventoux que Roger aimait tellement gravir à bicyclette. Cette ascension du mont Ventoux, c'est pour moi la meilleure représentation du parcours exceptionnel qui fut le sien. Pardon pour mon émotion. Merci. On a déjà dit que Roger pouvait être impressionnant. Moi, j'ai été très impressionné quand j'ai connu Roger. En début de ma carrière, je dois dire qu'à l'époque, ma familiarité avec l'économie normative était très faible et avec l'économie publique carrément inexistante. Et donc, il y avait une grande distance thématique. Et puis, bon, moi, j'étais un débutant. Lui, il jouait dans la cour des grands. Et donc, j'étais très impressionné. Et je le voyais comme un grand aîné. Je me suis aperçu beaucoup plus tard que j'avais 2 ans de plus que lui. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis, c'est un sentiment qui a perduré pendant longtemps. Mais il se trouve que Roger était Roger et qu'il était d'une énorme gentillesse, qu'il savait écouter et qu'il savait vous faire croire que ce que vous disiez était forcément important, qu'il fallait prendre au sérieux. Et donc, il y a eu un rapprochement progressif. J'ai commencé à être moins impressionné. Et progressivement, ce rapprochement a convergé vers une amitié qui a duré jusqu'au bout. Mais je ne savais pas à l'époque
que nos rencontres allaient être aussi fréquentes et aussi variées. Et en fait, on a eu beaucoup le rapprochement était vraiment très grand. Il y a eu beaucoup de rencontres, des rencontres thématiques d'abord, hein, parce que cette distance, elle a disparu, parce que mes intérêts ont changé, les siens aussi. Et il y a un moment de très grande convergence, c'est le moment où Roger a commencé à travailler sur la théorie des fluctuations endogènes et les problèmes de coordination des anticipations. Et là, on était vraiment, les intérêts étaient communs. Et je dois dire qu'un des plus grands plaisirs de toute ma carrière de chercheur, un plaisir intellectuel vraiment très fort, était la lecture d'un papier qu'il a écrit avec Pierre-André, il n'est plus là, sur un modèle de Lucas. Et c'était quelque chose un sentiment très fort. Puis après, il y a eu encore d'autres moments. J'ai eu droit à un cours d'explication du concept de stabilité inductive, un cours privé. Et c'était aussi un moment très fort. Donc, rencontres thématiques, mais rencontres institutionnelles. On a eu beaucoup le parcours institutionnel. On était tous les deux à la direction de l'AFSE pendant quelques années. Il a suivi, il était mon successeur comme président de l'AFSE. L'ordre des naissances nous avait rattrapés. Donc, j'ai été président avant lui. Et après, j'ai eu le privilège et l'honneur de siéger au conseil scientifique de PSE, ici, pendant 13 ans. Et donc, j'ai eu beaucoup d'occasions institutionnelles d'être avec lui. Et généralement, nos intérêts et nos positions généralement convergeaient. Je ne me rappelle pas de dissensions majeures, en tout cas. Et alors, le troisième volet, c'est qu'on a les rencontres un peu plus informelles à l'occasion de colloques, de workshops, etc. Hélas, je ne suis pas sportif, donc je n'ai pas pu profiter de cet aspect. La seule image sportive qui me reste, c'est Roger avec des skis à Oberwolfach. Ça, c'est le seul moment comme ça sportif, mais c'est lui qui portait les skis, pas moi. Et alors, parce qu'il était curieux de tout, parce que il avait des intérêts qui dépassaient ses domaines de spécialité. Il se trouve que les dernières années, c'est surtout dans des colloques, dans des rencontres d'histoire de la pensée économique qu'on s'est retrouvés. C'est un hasard. Et on avait des intérêts. On a beaucoup discuté sur le concours de beauté de Keynes, ce qui est logique, sur Cournot aussi. Et ce sont des moments privilégiés. Alors, je n'ai pas eu le privilège d'être un intime. Je n'ai pas, donc, mon amitié est restée une amitié suffisamment forte quand même si elle n'était pas intime, pour que son départ me laisse mon monde personnel très fortement abîmé. Je vais vous parler à présent d'un autre versant de la vie et de la personnalité de Roger que l'on a déjà effleuré assez largement. En l'occurrence, son jardin secret, un petit mât qu'il avait acquis à Suzette, en Haute-Provence, au milieu des vignes et des arbres fruitiers, pour se ressourcer et accueillir ses amis de passage avec sa simplicité et sa bienveillance coutumière. Il avait beaucoup d'amis et, il faut bien le dire, il avait peu d'ennemis. Ce logis, progressivement bricolé en résidence secondaire, disposait de 4 éléments fondamentaux propices à son bonheur
peu exigeant. Une terrasse sur le toit, avec une vue imprenable sur les dentelles de Montmirail, un panorama qu'il qualifiait volontiers de plus beau paysage de France. Une ancienne réserve d'eau, en fait un parallélépipède de béton, qu'il a transformé en piscine et alimenté d'une eau naturelle d'un bleu profond. Un gazon sous les arbres, idéal pour siroter un pastis et pour déguster un baume de Venise, le cru local, avant d'entamer un repas où son coup de fourchette était toujours impressionnant. C'est le côté rabelaisien de Roger que j'aime à citer. Et enfin, une cour rocailleuse et accidentée servant néanmoins de terrain de pétanque, sachant qu'il supportait mal de perdre, ce qui lui arrivait pourtant. Dans ce havre de paix, il pouvait vaquer à sa guise à ses occupations favorites. Il pouvait tout d'abord s'y reposer sans arrière-pensée en effectuant en particulier sa sacro-sainte sieste sur une chaise longue qui lui était dédiée. Il pouvait disserter librement sur la tournure inquiétante des affaires du monde ou sur l'ennui que lui inspiraient certains spectacles auxquels il avait assisté au festival d'Aix ou d'Orange. Il était un grand amoureux du bel canto, on l'a déjà cité. Il pouvait, chose moins connue qui n'a pas été citée, il pouvait exercer aux alentours ses talents de sourcier qu'il avait acquis dans son enfance rurale et qu'il avait confirmé par ses expériences récentes, adoptant ainsi une rationalité bien tempérée qu'il jugeait compatible avec son exigence de rationalité abstraite. Il pouvait surtout, et ça c'est le plus habituel, s'adonner à peu de distance de Suzette avec ses amis cyclistes, pas les autres, à l'ascension annuelle du Mont Ventoux sous toutes ses faces, un rite immuable poursuivi jusqu'à un âge avancé. Son sourire indicible et discret, mais enfin indicible pas tellement finalement, se crispait, sa crinière noire devenue blanche flottait au vent. Son goût pour le sport avait d'ailleurs créé la légende selon laquelle il avait appris à lire dans l'équipe. Mais je crois qu'il a en partie lui-même créé cette légende, probablement. Mais en revanche, sa passion particulière pour le vélo l'avait bel et bien conduit à suivre en voiture une étape de montagne du Tour de France en compagnie de Geminiani. Puis vint la maladie qui l'obligea progressivement à renoncer à son petit paradis. Je dois dire qu'il l'a vécu avec désespoir. Ce qui m'arrive est horrible, disait-il en confidence, mais il fit néanmoins preuve d'un grand stoïcisme, avec le soutien inébranlable d'Odile ici présente. La maladie a fini par l'emporter, mais il m'arrive de songer que son esprit continue à hanter les pentes du Ventoux, en moulinant un ultime algorithme du gradient pour s'élever. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, Roger nous a bel et bien quittés. Aussi, nous lui disons adieu. Bon, alors évidemment, je n'ai rien à raconter sur les talents en économie de Roger. Bon, Roger a beaucoup séjourné avec nous, il travaillait beaucoup avec Jean-Jacques, et donc il travaillait, puis on passait en même temps des vacances studieuses et sportives. Enfin, on a fait énormément de séjours comme ça, mi-sportif, mi-boulot. Donc, évidemment, moi, ce que j'ai tout de suite apprécié Roger dès que je l'ai rencontré, qui n'aime pas Roger, évidemment. J'ai rencontré Roger en 73 exactement, quand nous étions à Harvard avec Jean-Jacques. Et il était venu passer quelques jours, et de là est née évidemment, de ma part, une amitié à vie. Alors je ne sais pas comment Roger et Jean-Jacques se sont rencontrés. Peut-être que dans l'assemblée, certains connaissent l'histoire, mais en tous les cas, ça a été le début d'une amitié, d'une complicité éternelle. Et assez fructueuse en fait, hein, d'après ce que j'ai compris.
Donc, j'ai personnellement donc connu, pour moi, Roger, et ce que je vais évoquer, ce sont des souvenirs de vacances partagées en famille. Il aimait beaucoup les enfants, qui le lui rendaient bien. C'était un peu leur tonton Roger. Et donc, Cécile, ma fille aînée, qui est ici présente, se souvient des leçons de plongeon à la piscine. On partageait des vacances à la Cano, qui est une plage donc près de Bordeaux et dans le Médoc. Donc les journées, c'était piscine, tennis, toutes sortes d'activités. Quand même l'après-midi, il y avait la sieste avec une aparté entre Jean-Jacques et Roger pour avancer je ne sais quel papier. Et, euh, le soir, le barbecue très animé et très joyeux. Et donc, Cécile me dit que ben, c'est Roger qui lui avait appris à plonger. Et que chaque fois qu'elle va à la piscine, elle a un peu de Roger avec elle. Donc, une année où nous étions, donc il aimait bien comme ça entraîner tout le monde à faire du sport, hein, lui qui était sportif. Donc, en 74, on était à Stanford avec Jean-Jacques et Roger. On habitait dans le même immeuble du campus. Et le soir, bon, ben, on partageait souvent les soirées. Donc lui qui aime le jogging, il nous a dit, mais alors, il faut venir courir, c'est très bien, tout ça. Bon. Enfin, finalement, pour lui faire plaisir, on se met à courir, on fait des tours de stade. Et puis, pour finir, il nous a dit, mais vous êtes de très bons joggeurs, il faut continuer. Alors, toujours encourageant. Et ben, de fait, on a continué à courir, en effet, là où nous étions pendant très longtemps. Alors, j'ai beaucoup de souvenirs aussi de Lacano, où il venait nous rejoindre avec sa famille. Il est venu aussi avec ses nièces. Et, et alors, des fois, à Lacano, au bord de l'océan, il fait un peu mauvais, il fait nuageux, tout ça. Donc, ben, c'était la bonne occasion pour aller explorer les châteaux du Médoc. Et donc, il revenait, comme par hasard, la voiture était un peu plus lourde au retour, avec des caisses de Haut-Barbuzet ou de autres châteaux du Médoc. Donc, voilà, c'était des vacances à la Cano où il a appris à faire de la planche à voile. Ça lui plaisait assez. C'était avant Ante Suzette. Après, il a acheté Suzette et on l'a plus vu à la Cano, malheureusement pour nous. Donc, un souvenir aussi, donc à cet endroit que nous allions à Lacano, c'est une résidence très conviviale. Et le 15 août, il y a une grande auberge espagnole où tout le monde est, pendant quelques années, s'était déguisé. Et donc, Roger est apparu en fakir. Ça lui allait extrêmement bien. Il a fait sensation. Donc, la soirée avait été très, très joyeuse. Donc, à part ces vacances à Lacano, j'ai aussi des souvenirs de voyages qui en fait étaient des voyages post-congrès à gauche ou à droite. Donc, il y a eu des congrès à Jérusalem et qui ont été poursuivis par des explorations du côté de la mer Morte et aussi une autre fois en Jordanie. Et alors là, bon, il y a une anecdote qui me vient toujours à l'esprit. Donc, on nous a emmenés à Petra. À Petra, on commence la visite à pied, tout ça, puis après, on s'éloigne, et là, ça continue à d'autres chameaux. Mais le chameau de Roger était un peu récalcitrant. Donc, il a été très persuasif pendant toute la promenade à encourager son chameau, et pour finir, il a quand même resté dans le groupe. Il n'a pas été trop distancé. Donc ça a été une après-midi aussi mémorable. Donc voilà, donc vous voyez, c'est des souvenirs de famille, les enfants. Alors, il était très bien avec les enfants. Il dit, mais tu sais, de toute façon, moi, je suis un grand enfant, hein. Donc il discutait très sérieusement de tous les sujets avec eux et il l'adorait. Bon, je sais que le temps est court. Donc, plus tard, on avait aussi partagé un moment en Australie. Et alors là, c'est ma fille aînée qui l'avait entraînée à faire du jogging. Elle avait 12 ans à l'époque. Elle dit, ouais, maintenant il faut commencer. Mais tu es une bonne joggeuse, hein, il faudra continuer. Et puis, n'oublie pas de lever les genoux. Donc, il était adorable avec toute la famille.
Bon, eh bien écoutez, évidemment maintenant, ce à quoi je pense, c'est que je me dis que Jean-Jacques et Roger se sont retrouvés là-haut. Peut-être qu'ils ont repris leur conversation passionnée sur tous les problèmes du monde. Alors, c'était le climat, c'était l'incitation, c'était, enfin, tous les sujets, vous les connaissez mieux que moi. Et c'était toujours passionné, et puis en même temps, toujours très positif, hein, donc ils allaient toujours de l'avant. Et bon, la suite de ces vacances et tout ça, c'était peut-être des productions de papier, des productions d'articles. Maintenant qu'ils sont réunis là-haut, ben, je me dis qu'ils refont le monde et puis qu'ils reposent en paix et qu'on pense à eux.